Bonjour à tous, vous écoutez Frat Pack, un podcast très gaulerie, ça c'est lui qui le dit, présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, série, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack saison 2. Vous le savez, dans ce podcast, je passe un pacte avec mon invité. Celui de passer un bon moment, en fait, comme si on était des amis d'enfance finalement. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter cet invité. Véritable passionné de musique et de rap. Il a commencé à freestyler et à kicker avec ses potes juste pour s'amuser. Mais très vite, les choses s'emballent et en 2010, il sort avec ses potes justement leur premier album qui finira platine en quelques mois seulement. Pendant des années, ils vont prendre d'assaut le rap game pour en devenir des acteurs majeurs. Aujourd'hui, il a laissé le kickage pour le week-end et il nous chante davantage sa vie, mais avec toujours autant de talent. C'est Maska. Comment tu vas, Maska ? Waouh, quelle intro. Est-ce que je suis juste dans l'intro ? Comment être humble avec une intro pareille. J'avoue, c'est vrai. Merci. Ouais, non, j'ai apprécié, merci. Écoute, je suis très content de commencer cette nouvelle saison avec toi. Comme tu le sais, on va parler un peu de ton parcours forcément, mais aussi de cinéma, de musique, de séries, un peu tous tes kiffs, tes inspirations. Et on va commencer avec cette première question. Qu'est-ce qu'on écoutait chez toi quand tu étais petit ? Alors, il y avait beaucoup de Beatles, les Doors aussi. Ouais. Et puis, il y a un chanteur qui s'appelait Zao. Ça, c'est plus pour l'afro. Okay. Et Johnny Clegg aussi, qui était un chanteur blanc, en fait, en Afrique du Sud. C'est vrai. Et qui a une histoire qui chantait. C'était assez politisé. Et voilà, grossièrement, c'est un peu ça. Ok, donc on n'était pas tout de suite dans le rap. On était plus... Non, le rap, c'est venu après, avec Doc Gynéco. Et puis, la Secret Connection aussi, qui était le groupe de notre quartier voisin. Ouais. Et qu'on a tout de suite adoré, quoi. Ça marche. Est-ce que tu te souviens de la première claque que tu t'es prise ? Tu sais, quand t'es un peu ado et que tu comprends la musique, est-ce que tu te souviens de la première claque musicale que tu t'es prise ? Alors, musicale, c'est les deux que je viens de citer. C'était Doc Gynéco, l'album Première Consultation. Et puis, et puis Secret Connection en termes de rap, Ahmed Komar, qui avait fait son album solo, où c'était l'école parisienne, les assonances, le sens, la punchline, déjà. Voilà. C'était les deux claques du début de collège. Ok, ça marche. Et t'étais quel genre d'élève, toi, à l'école ? Alors, je m'intéressais à ce qui m'intéressait. Et déjà, ça dépend des années. Il y a des années où j'étais très dissipé, où j'étais un peu bagarreur bizarrement. Ouais, ok, d'accord. Je dis bizarrement parce que je pense que j'ai une âme assez douce au final. Calme à la base, ouais. Mais j'ai toujours fait des sports de combat. Et puis après, avec le temps, tu analyses ta vie autrement. Donc il y a des systèmes de violence que je pense que j'ai vécu, que j'ai répété assez facilement. Et comme la bagarre me faisait pas peur, je pouvais avoir. Et je suis fils d'anarchiste, donc j'avais un rapport avec l'autorité qui était un peu controversé. Donc des conflits avec les professeurs qui pouvaient être récurrents, quoi. Ouais, ok. Donc ouais, c'était avec les années, tu t'es quand même un peu apaisé. T'as été jusqu'où d'ailleurs au niveau des études ? J'ai quand même eu mon bac et après j'ai fait un premier trimestre de fac psycho, mais c'était plus pour la bourse qu'autre chose au final. Après j'étais intéressé, j'ai toujours une grosse curiosité intellectuelle, mais pas toujours constant. Donc à l'école, c'est pour ça que autant je pouvais être très passionné par les cours, autant je pouvais foutre un peu la merde. Ouais, c'était vraiment, tu prenais ce qu'il y avait à apprendre, les trucs qui t'intéressaient vraiment, tu cherchais peut-être à être assidu dans ces trucs-là et peut-être un peu moins ailleurs, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Et est-ce qu'il y a des artistes là que tu citais tout à l'heure, tu sais, hors rap, qui t'ont inspiré quand toi tu t'es lancé dans la musique ? Alors hors rap, les inspirations étaient quand même très rap à la base. C'était vraiment le G-Unit qui nous inspirait, où il y avait Meek Mills et plein de freestylers de Philadelphie qui nous ont beaucoup inspirés pendant notre jeunesse à faire des freestyles sur YouTube, et chose qu'on a répétée, qui a été une des premières causes de buzz sur Section d'Assaut. Ok, d'accord, très bien. Donc ouais, pour retracer un peu le truc, vous faites de la musique en fait un peu naturellement, vous traînez tous ensemble entre potes, la musique elle vient avec vous, ça se fait vraiment, c'est même pas un calcul à la base si je dis pas de bêtises, c'est juste il y en a un qui freestyle, il y en a un qui kick, tout le monde fait un peu ses trucs et vous rappez ensemble quoi en gros. Ouais, mais on a toujours été quand même, il y a une ambition qui était quand même déjà marquée avec des objectifs assez clairs assez tôt en fait quand même. Ok. Parce que on voyait qu'à l'échelle de notre quartier, notre rap plaisait à différents statuts sociaux. Nous on venait du 9e, on traînait dans le 9e, et dans le 9e t'as tout. T'as le gros bourgeois, mais t'as le mec aussi qui est dans sa chambre de bonne avec, je sais pas, 6-7 frères et sœurs, tu vois, donc t'as un peu de tout, et on voyait que notre rap plaisait autant aux mecs de quartier, aux petits dealers d'en bas, que la petite bourgeoise là-bas. Donc on s'est dit que si c'était médiatisé, ça pourrait connaître
un succès fort. Ok, donc ouais, c'était ma question en fait. Donc en fait, finalement, très vite, vous vous dites on va essayer de professionnaliser un peu le bail. Bah, il y a le côté compétiteur déjà. Ouais. Entre nous, on était beaucoup, on était très nombreux à la base. Et puis à se dire, on a déjà cultivé quelque chose d'assez fort, ça chante, ça kick, il y a du beatbox, il y a tout ça. Donc quand on s'est confronté à d'autres équipes de rappeurs qui étaient très forts aussi, et ben ça a cultivé cette ambition, cette volonté d'être le meilleur, d'être numéro 1, d'être connu. Ok, d'accord. Donc ouais, donc il y a toujours eu ce truc de compète qui en fait finalement vous avez pris le beau côté de la compète où vous vous élevez un peu par les clashs entre guillemets quoi dans l'art du rap. Quoi. Ou alors c'était plus la compétitivité que les clashs et ça restait positif quoi. Ouais, bien sûr, ouais, carrément, d'accord. On va avancer un petit peu, mais on est le 29 mars 2010. Vous sortez L'école des points vitaux, votre premier album. Je le rappelle quand même pour ceux qui l'ont oublié, mais 8 mois après, donc en novembre, l'album il est triple platine, 400 000 exemplaires vendus. On parle pas de streaming, là, on parle d'album physique parce qu'il faut le rappeler quand même, c'est un truc de fou, tu vois, c'est vraiment incroyable quoi. Et est-ce que quand vous faites l'album L'école des points vitaux, vous avez conscience du raz-de-marée que ça va être ? On avait un plan, ça peut peut-être paraître un peu prétentieux, mais je pense qu'il faut avancer quand tu as de l'ambition avec des plans. Et 2 ans avant ça, on s'était dit, on a 2 ans pour percer, on était des rêveurs, mais on y croyait fort. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça a marché. Et du coup, on s'est dit, donc on était en 2008, on s'est dit en 2010, il faut qu'on pète tout. Et du coup, on avait établi une stratégie quand même. Donc de dire que... Oui, ça étonne toujours, surtout que c'était un phénomène et puis il n'y avait pas autant d'artistes reconnus à cette époque-là. Donc bien sûr que quand tu le vis, tu te prends une claque dans la gueule et tu dis waouh, c'est devenu vraiment réel, ce dont j'osais rêver est devenu concret, c'est fou. Mais on l'avait quand même un petit peu mis en place ce truc-là, tu vois, avec une stratégie bien claire. Donc vous aviez un peu préparé le terrain pour se dire quand on sort l'album, on fait ce qu'il faut pour que ça puisse péter en gros quoi. C'était quoi l'idée, c'était des tubes, c'est quoi la stratégie à ce moment-là? À la base c'était de consolider une grosse fanbase. Ouais. En mettant des freestyles, on avait fait des partenariats avec des sites internet de rap et on leur donnait des freestyles et des morceaux inédits tous les mois. Et à côté de ça, on avait des concerts aussi, une petite tournée dans la France. On avait eu un premier buzz avec un premier projet en 2009, l'écrasement de tête. Ouais. Et puis après, il y avait le marketing avec nos t-shirts. Enfin, on avait plein de petites stratégies comme ça qui se combinaient. En vrai, c'est hyper smart. Ça vient d'où ce truc-là? Parce que je pense que quand on se lance dans un truc comme ça artistique où on sait pas trop où on va, tu sais, c'est rare d'avoir une stratégie vraiment aussi marquée, aussi aussi efficace, parce qu'au final ça a marché après. Ouais. Mais ça vient d'où ce truc-là? C'était vraiment un truc collectif de se dire on va essayer de mettre ça en place pour vraiment, comme tu disais, avoir une fanbase et après pouvoir exploiter le truc. T'as un des acteurs principaux de Section d'Assaut, c'est Barak Adama. Ouais. Et lui, déjà à l'époque, à 17 ans, il avait cette mentalité-là. Okay. Il est un peu par nature très altruiste. Enfin, il est pas un peu, il est très altruiste par nature. Et il arrivait à 17 ans, il avait fait une compile qui s'appelait Qui sera sur le trône et on était personne, on était juste des petits mecs du 9e. Et en les appelant, en disant voilà, j'ai une compile qui s'appelle Qui sera sur le trône du rap français, viens. Et il a réussi à avoir plein de noms de l'époque, les Alpha 520, tous ces trucs-là, tous ces noms-là qui étaient énormes pour nous, qu'il arrivait à ramener au studio avec la parole. Donc il a toujours réussi à avoir une vision assez lointaine. Aujourd'hui, les producteurs de Taiki. Et je pense que c'est un élément très fort de Section qui a été à la base de beaucoup de choses. Non, franchement, c'est fort. C'est fort d'avoir comme quoi c'est aussi un message entre guillemets de se dire qu'il faut oser. Quand on y croit au truc, il faut le faire et se donner les moyens de le faire quoi. On avance un petit peu, on est en 2012. Il y a l'Apogée qui sort, deuxième album de la Section. 500 000 exemplaires vendus. Je crois qu'aujourd'hui on est quasiment à 800 000 exemplaires. Ouais, un million même. On a eu le double de et quand on fait un grand succès comme L'école des points vitaux, on est forcément attendu au tournant. On se dit est-ce que ça va? On essaie de faire au moins bien. Là, on est au double du premier truc. Ouais. Comment toi tu gères tout ça à ce moment-là, parce que vous êtes vraiment à l'apogée quoi, c'est clair. Et que ça soit le succès, mais aussi parce que forcément avec le succès il y a des fois des trucs, les critiques qui vont avec. Vous êtes synonyme un peu de rap chanté, en fait vous ouvrez une porte à un nouveau rap entre guillemets à ce moment-là. Donc il y a des critiques, il y a des gens qui aiment pas, les puristes, même si je pense que tout le monde reconnaît un peu vos talents de kickage, de mecs qui rappent pour de vrai depuis le début quoi, tu vois. Comment toi perso tu vis tout ça à ce moment-là? Alors déjà je pense que les moments de crise ça crée des moments forts, ça crée des forces. Donc avant l'apogée on a eu une grosse polémique où toute notre tournée était annulée, etc. Donc
Donc on a mis les bouchées doubles, on a fait un projet qui s'appelait Avant l'apogée, les chroniques du 7-5 avant l'apogée. Exact. Et là-dessus, on avait clippé tous les morceaux, on avait fait un travail énorme, et dans l'apogée, on s'est mis une énorme pression. Donc c'est un peu justement, on va sans rentrer trop dans le cliché du développement personnel, mais c'est vraiment les échecs qui te construisent au final. Donc ça a été pour la réussite de l'apogée. Et après, pour ce qui est des critiques du nouveau genre de section, on n'était pas trop touché par ça par rapport à l'échelle générale, hein, pas à l'échelle perso. Okay. Des critiques de section parce que déjà on a toujours chanté dans nos sons, même quand on avait des propos plus durs de quartier, etc. Il y avait toujours des mélodies, il y avait toujours ce genre de choses, et en plus on était très fiers de ce qu'on proposait, on trouvait ça qualitatif, donc les critiques nous atteignaient moyennement, on va dire. Ouais, quand t'es content de ce que tu fais, il y a pas Voilà. et en plus il y a le succès qui va avec, donc ça veut dire que les gens, ça plaît aux gens, donc il y a pas de Mm. raison en vrai d'être touché, parce que de toute façon on fait jamais l'unanimité, peu importe ce qu'on fait. Exactement. Et toi personnellement, ça t'a touché, ou tu t'es dit ça fait partie du game, quoi? Alors aussi au tout début, en fait, t'es touché par les critiques positives, et puis moi j'étais un peu le blanc du quartier, Ouais. et donc du coup t'avais ce truc-là de cette différence qui plaisait pas toujours, que ça soit chez de n'importe quelle culture. J'étais un peu formaté à ça, et quand je suis arrivé dans section, ça s'est accentué parce que on avait plus de visibilité, donc j'avais certaines lacunes aussi artistiques, ça je le reconnais, et de se remettre en question permet d'être plus fort, donc je les ai acceptés et j'ai bossé dessus, mais c'était pas facile au début quand même, donc c'était très paradoxal dans le sens où ça m'a donné une grosse confiance en moi parce que c'est un gros succès, donc je me concentrais sur le positif, mais aussi quand sur les réseaux tu vois beaucoup de commentaires un peu faciles, et au début ça te touche quand même. Ouais, forcément. Après c'est à toi de transformer le truc en disant, et de savoir prendre ce qu'il y a à prendre de bien. Exactement. Et faire la part des choses. Et donc suite à ça, donc vous êtes au sommet. Chacun va prendre un peu, c'est pas une séparation, c'est juste chacun prend un peu son truc, envie de peut-être goûter à des choses solo, avec Gims qui sort son projet, Black M aussi, et toi aussi en 2014 qui va sortir ton premier album Espace-Temps. Comment ça se passe pour toi à ce moment-là? T'as envie de quoi quand tu vois un peu tes collègues qui font un peu leur bail? Toi aussi, c'est une envie naturelle qui vient de t'exprimer en solo? À ce moment-là, on est un peu sorti du plan. Parce que nous, on avait un plan après l'apogée, chacun fait ses solos et on revient faire le retour des rois. C'était ça le plan initial. Voilà. Après, il y a une case spirituelle qui est venue s'ajouter à ça, où c'est vrai que une grosse partie de la section, on jonglait beaucoup, on faisait beaucoup d'allers-retours entre religion et musique. C'est un peu soit l'un soit l'autre. C'est à ce moment-là que le FAP part un peu aussi de son côté. Voilà, de la c'était musique. une décision en interne d'arrêter section, qui était plus une décision spirituelle. Quand Gims a continué en solo, juste avant ça, Adama, Lefa, Gims prennent cette décision. Moi, je leur ai dit, mais les gars, on l'a fait plein de fois ce truc-là, venez, on va jusqu'au bout du plan, parce qu'on va tous revenir. Ouais, bien sûr. Donc, du coup, c'est un peu ce qui s'est passé quand même au final. Et du coup, j'étais un peu bouleversé, parce que là, on n'est plus dans le contrôle. Comme je t'ai dit, même quand ça a pété, on avait quand même plus ou moins cette sensation de gérer le truc et de contrôler le truc, vu que notre plan a marché. Ouais, ça suivait le truc. Ouais. Là, ça sort. Comme dans notre polémique où toute la tournée a été annulée, là, on sort du plan, et du coup, il faut mettre les bouchées doubles. C'est-à-dire qu'un refrain qui est assuré par Gims, au début, pendant mon premier album, qui à la base était un EP, en fait, c'est qu'il y a des morceaux qui ont tourné en radio, donc je me suis laissé séduire un peu par les maisons de disques, et je le regrette pas, pour en faire un album. Mais cet album-là, tu vois que les refrains, j'invite beaucoup de chanteurs. En fait, c'est une sorte de suite de section version Masca, tu vois. Carrément. Et pour créer mon identité artistique, ça m'a mis beaucoup plus de temps de travailler, de faire des cours de chant, cours de piano, bosser ton univers, bosser ta culture musicale, etc., pour vraiment être un artiste à part entière. Donc, c'est la pré-section, pour te répondre, ça a été énormément de boulot, dans une période un peu de crise et d'imprévu, mais que je regrette absolument pas. Encore une fois, je suis content que mon album Espace-Temps, même s'il était rentré, je crois, à 4000 et quelques premières semaines, qui pour moi était une défaite à cette époque-là. Là, aujourd'hui, ça aurait été une victoire, mais je suis content de l'avoir pris comme une défaite, parce qu'il y a eu une profonde remise en question qui a fait que j'ai pu peaufiner et ne pas être satisfait de mon art. Et aujourd'hui, je regrette absolument pas, parce que je suis beaucoup plus fier de ma musique maintenant
qui est moins exposée, mais que je trouve beaucoup plus... Qui te ressemble qui me ressemble, qui est, je trouve, beaucoup plus qualitative que Espace-Temps, par exemple. Ok. Après, même si j'ai travaillé sur Espace-Temps, ouais, bien sûr. Et pour l'époque, je sais que je me suis donné à fond, donc j'ai pas de regrets, mais je préfère ce que je fais maintenant. Ouais, c'est clair. Bah après, il n'y a pas d'échec, on apprend toujours au final. Mais c'est toujours, j'avoue que c'est toujours compliqué de sortir d'un truc... d'un groupe, déjà vous êtes plusieurs, vous bossez ensemble, donc tout le monde un peu s'appuie les uns sur les autres, travaille ensemble et tout. Là tu te livres vraiment solo, donc c'est peut-être compliqué de se trouver tout de suite musicalement, artistiquement, de savoir exactement ce que tu vas faire, ce que tu vas proposer. C'est peut-être plus compliqué à ce moment-là, quoi, du coup. Mais surtout quand t'es pas dans l'image commerciale du groupe, où moi j'étais pas forcément sur tous les tubes, etc. Et que ton identité artistique reste à être forgée. Par exemple pour Gims et Black M, qui étaient des fers de lance de section, c'était assez logique que leur album cartonne parce que c'était une couleur de section et ils étaient le fer de lance de cette couleur-là. Mais après, pour vraiment créer ton truc, eh ben c'est différent, ça prend plus de temps, mais c'est tout aussi passionnant pour moi. Et à ce moment-là, du coup, quand tu sors cet album, l'accueil, tu le ressens comment, toi, l'accueil du public de ton album Espace-Temps à ce moment-là? Ben, dans la qualité des textes, etc., comme c'est un peu, on m'avait un peu placé à la plume de section, etc., et ben, j'ai eu un succès d'estime, on va dire, donc j'étais assez content, mais comme on était un peu omnibulé par les chiffres, j'ai une profonde remise en question qui a duré 6 mois. Pour la première fois, j'ai arrêté 6 mois la musique, je crois, en me disant mais qu'est-ce qui se passe, parce que je sortais de Gims qui cartonne tout avec son album, de Black M qui cartonne tout, et moi je rentre à 4000, et Laurent Boudneau aussi, je me rappelle, il m'avait dit oui, tu vas voir, dans 2 mois tu seras disque d'or. Et c'est vrai que lui, dans les chiffres, il était... Laurent Boudneau, le directeur de Skyrock, je précise, il connaissait bien les chiffres, donc quand il m'a dit ça, j'étais assez confiant, parce qu'à chaque fois qu'il nous donnait des chiffres, il tombait assez juste. Et finalement, ça s'est pas passé comme prévu. Et puis, je pense que si je m'étais battu pour cet album, il serait allé plus loin. Mais j'ai lâché l'affaire dessus. Et je regrette pas, parce que quand j'ai lâché l'affaire dessus, c'était pour me remettre en question, pour apprendre à chanter, pour assumer mes refrains, pour développer mon identité artistique. Donc finalement, cet album, si tu es là aujourd'hui, c'est un peu grâce à cet album finalement. Si on fait un petit peu un raccourci dans le sens où il t'a apporté cette remise en question et là où tu es aujourd'hui, quoi, finalement. Ok. Et on avance un peu, donc entre 2014 et 2017. Du coup, tu es en pause, on va dire, aux yeux du public, quoi. Tu sors pas de projet majeur. Et tu reviens avec une mixtape à Calteke. Dans un nouveau style où tu commences à chanter, justement. Tu testais, je pense que tu commences à trouver ta voix, même si c'est peut-être pas encore au niveau de là où tu es aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe entre 2014 et 2017 ? Donc tu es dans ce travail que tu disais de remise en question, de nouvelle DA, trouver un truc, faire tes cours de chant, etc. C'est ça ? Exactement. L'arrêt musical, il a duré que 6 mois. D'accord. Donc aux yeux du public, comme tu dis, vu que je sortais rien, ça a duré plus longtemps, c'est vrai. Mais parce que j'estimais qu'il y avait un gros boulot à faire. Donc du coup, ça a été vraiment... moi, je suis un peu tombé... j'ai bien kiffé le mouvement de la trap soul à cette époque-là. Mais toujours, d'ailleurs, avec des artistes comme Bryson Tyler, etc. Parce que ça mêlait le côté un peu kickage dans les pieds, justement, un peu trap, un peu rappé, et la mélodie qui était Section d'Assaut, mais version actuelle, en une seule musique. Nous, on mettait la mélodie d'un côté et le rap. C'était un peu ça le schéma des rappeurs qui kick avec un refrain chanté. Et là, c'était un peu le mélange de tout ça. Donc ça, j'ai bien kiffé. Et ben, c'est le premier extrait que je balance qui s'appelle Rambo, où justement, au début... Comme je commence les cours de chant, je veux chanter très haut, très puissamment, très fort, mais aussi peut-être sur le modèle de Gims, où je voyais Gims sur scène prendre un pied énorme en chantant et en délivrant des émotions qu'on n'arrivait pas à délivrer uniquement avec le rap. Donc du coup, j'étais beaucoup là-dedans. Et puis après, c'est un peu en discutant avec Dadjo qui me dit oui, moi aussi, au début, et je l'ai vécu avec lui aussi, j'étais beaucoup dans la performance. Une fois que tu comprends que c'est pas parce que tu sais faire quelque chose qu'il faut le faire. Et ben dans la musique, tu gagnes beaucoup, tu vois. C'est un peu comme un peintre qui va être capable de faire plein de choses, mais qui se... Ou par exemple dans Section encore, de se dire, voilà, moi je vais faire les textes et je vais être l'écriture pour avoir un rôle bien défini, même si je peux m'amuser à plus de style, à plus de style un petit peu à kicker avec de l'ego, etc. Tout ça. Et ben je vais être, moi, la touche un peu plus sensée de Section, tu vois. C'est un peu comme ça qu'on s'était attribué nos rôles, quoi. Ok, très bien. Et surtout quand tu reviens en 2017 avec cette mixtape, on commence vraiment à être dans une ère où les rappeurs chantent, où ça commence à être vraiment acté que les rappeurs osent chanter, faire leur refrain. Il n'y a plus ce truc de on appelle quelqu'un pour faire un refrain, etc. Machin. Donc c'est peut-être aussi
plus facile entre guillemets d'assumer ce côté où t'es rentré toi, où ça a été naturel de se dire je commence à chanter. Finalement t'arrives en fait entre guillemets dans la bonne temporalité du rap quoi. Finalement d'arriver avec ce projet là. Et comment tu le sens ce projet quand il sort? T'es satisfait, t'es content de ce que t'as fait et tout, ou tu sens qu'il y a encore du travail? Ben en fait dans le seul projet que j'ai fait là sur les 7 projets que j'ai sortis, c'est Étoile de jour, c'est le dernier, qui est constitué de 3 EP. À ce moment-là, je suis content parce que pour moi, déjà, chanter, c'était impossible. Pour moi, c'était soit t'es chanteur, soit t'es pas chanteur. Et bon, avec l'autotune, avec tout, ça a changé. Mais déjà, j'étais content d'arriver à faire mes mélodies, à les chanter, et qu'il y ait je savais que c'était un virage artistique, donc il y avait plein de gens qui voulaient me voir comme le kicker de section, donc que rapper. Donc je savais qu'il y avait des gens qui allaient être un peu plus hermétiques au truc. Mais j'étais content parce qu'il y a plein de gens qui ont kiffé. Et je savais que c'était le début, que c'était la première pierre qui était posée. Donc je pouvais pas convaincre tout de suite. Mais dans ma tête, pour répondre plus exactement à ta question, j'étais satisfait à 80%. Parce que mon univers, je le sentais pas encore totalement dessiné, même si j'avais des morceaux que j'aimais énormément, comme Fly, comme Rambo, etc. Au-dessus de tout, il y avait des morceaux dans ce projet que j'aimais beaucoup, mais j'étais pas pleinement satisfait. J'étais pleinement satisfait que sur Étoile de jour. T'étais pas arrivé à ton potentiel, t'étais pas arrivé là où tu voulais arriver encore aujourd'hui, quoi. Et tu gagnes du coup. Est-ce que tu disais que forcément t'as perdu des gens qui t'ont connu en tant que kicker, lyriciste avec la section, mais à côté de ça, est-ce que tu gagnes, tu sens, t'as des retours de gens qui kiffent vraiment, qui t'envoient des messages, qui disent ouais j'aime bien le nouveau Masca, etc. Machin, et ça m'a agréablement surpris. Il y en a plein qui m'envoient des messages. Oui, continue, c'est lourd. Là, on voit que t'es vraiment épanoui, on voit que t'aimes vraiment ce que tu fais, que tu vas plus loin dans ton art. On sent que t'aimes ce que tu fais, quoi. Et ça a été naturel pour toi d'aller vers un truc un peu plus chanté. Tu vois, c'était naturel, tu t'es pas posé de question de se dire est-ce que c'est vraiment c'est venu à toi, quoi. Tu savais que c'était ça. Totalement, parce que déjà j'ai grandi avec Section d'Assaut, donc l'amour de la mélodie, mon éducation musicale s'est construite là-dessus. Ou même quand on était en groupe et que je donnais quelques petites phases à Gims pour faire des refrains, même des morceaux qui sont pas forcément sortis, je sentais que mes mots avaient plus d'impact avec une voix chantée et une mélodie chantée. C'est pas toujours le cas, parfois t'as un côté dans le rap très parlant, très direct et très efficace. Mais la mélodie peut aussi pousser la musique et les paroles. Donc du coup, c'était assez logique. C'était logique, très bien. Du coup, entre 2017 et 2021, tu vas sortir 3 mixtapes qui vont vraiment ancrer ton nouveau style aux yeux du public. On va en parler, mais juste avant ça, on va faire une petite pause avec ce jeu tant redouté par les invités. Aïe, aïe, aïe. Le Quiz Art, où je rappelle le principe. Je vais te poser des questions, tu auras 1 minute pour y répondre. Des questions très simples, il n'y a vraiment pas de piège, tu verras. Et si tu sais, tu me réponds. Si tu ne sais pas, tu me dis je passe. Et je te pose la question d'après. Est-ce que tu es chaud? C'est parti. Je vais nous mettre un petit chrono, bouge pas. Là, normalement, il y a une petite pression qui commence à s'installer. Gentiment. Je sens. Je sais pas si c'est le café ou si c'est le truc, mais le cœur bat. Est-ce que t'es prêt? Je te laisse finir ta petite boule de café pour te remettre dans le truc. C'est parti, j'ai plus d'excuses là. C'est bon? Je peux plus fuir. Masca, est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît, 3 films avec Will Smith? Je suis une légende, À la recherche du bonheur, Cette vie. Un dessin animé Disney? Le Roi Lion. Un rappeur parisien? Osmo Puccino, tiens. Une série Netflix? Top Boy. Un humoriste français? Alban Ivanov. Un film avec Omar Sy? Intouchable. Un film sans Omar Sy? Sans Omar Sy, le prénom. Un manga? One Piece. Un réal américain? Oh purée, Cameron. James Cameron. Un album de rap US? Richard I. Un film avec des voitures rapides et furieuses? Fast and Furious, merci. Un joueur du PSG? Mbappé. Un réseau social? TikTok. Un rappeur du 9-1? Al Capote. Un animateur sur M6? Waouh. Je passe. Ça y est, on a fini. Pas mal au final. Franchement, je m'auto-surprends. Non, t'as vraiment géré. On va compter combien t'as fait de bonnes réponses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En fait, c'est simple, t'as répondu à toutes mes questions. Très bien. À part la dernière. Sur le gong, donc on est très très bien. Bon.
Et ben, t'as vu, franchement. Ouais. Mais ça, c'est souvent cool. ça. Hein. Et mes invités, ils ont peur, ils disent ouais, machin. Et en vrai, quand tu vois les questions, il n'y a pas de. Ça va. C'est la réhabilité qui fait le truc. Mm. Mais sinon, on est bon. 14 bonnes réponses. Et ben écoute, là, t'ouvres le score de la saison. Ok. C'est 14 bonnes réponses. Tu me tiendras au courant si tiendrai au on courant. a battu. Avec grand plaisir. On parlait vite fait de cinéma là dans le petit quiz. Toi, tu vas encore au cinéma? T'es un cinéphile ou pas? Ouais. Alors cinéphile, non, c'est un grand mot. Ouais. J'ai pas cette prétention-là, mais j'aime bien. En plus, ils sont de plus en plus vides et moi, du coup, malheureusement pour l'industrie du cinéma, mais moi j'aime bien cette sensation d'être seul au cinéma. Ouais. Donc et surtout avec mes enfants. Mes enfants, je les amène souvent au ciné. Ouais. Tu vas au ciné seul toi des fois? Moi je kiffe, moi j'aime bien le cinéma tout seul. Bah ouais, j'y suis allé, alors j'étais justement seul et il y avait personne dans la salle parce qu'il n'y a plus personne dans les salles. C'était vraiment ta salle quoi. Donc là c'était ma salle, c'était marrant. C'était quoi comme film? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus, c'était il y a 1 an et demi, je me rappelle plus. Et tu sais, est-ce que tu te rappelles quand même le dernier film que tu as vu au cinéma? C'était un dessin animé pour mes enfants, donc je crois que j'ai dormi devant la moitié. C'était leur film à eux là. C'est souvent, c'est leur film. Ouais. Et c'est quoi ton film classique? Est-ce que tu en as un ou des d'ailleurs, parce que des fois c'est dur d'en dire qu'un. Alors parce que moi je regarde plus comme beaucoup de gens de cinéma américain, mais en film français classique, c'est Le Dîner de con. Je trouve que c'est un gros classique qui vit plutôt bien. Ouais, carrément. Et il y a un autre film français, pourtant je suis pas film français, hein, là je te cite 2 films français que je t'ai cités dans ton quiz. J'ai pensé là il y a pas longtemps, c'est Le Prénom qui m'a surpris, qui est un peu pour moi dans le même truc où ça se dans la même lignée que Le Dîner de con, où ça se passe au même endroit, où en fait c'est comme du théâtre au cinéma au final. On arrive à faire vivre et à nous faire, et les réalisateurs arrivent et les acteurs à nous faire tenir alors que tout se passe dans une seule pièce, un peu à l'encontre du cinéma américain, mais ça marche bien. Le Prénom du coup avec Patrick Bruel, c'est ça, c'est le film. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre à la base. Exactement. Qui a été faite en film. Et c'est vrai que c'est un très très bon film que je conseille aux gens si ils l'ont pas vu. Et puis Patrick Bruel m'a surpris dans ses talents d'acteur. Je m'y attendais pas. C'était le premier film où je le voyais en tant qu'acteur et je le trouve bon. C'est vrai que moi aussi, je crois que c'est le premier film où je l'avais vu et au final, il est grave crédible et il joue super bien ce rôle-là. Mais on sent qu'ils sont rodés, tu vois, qu'ils ont joué la pièce longtemps et que du coup ils connaissent leur partition par cœur. Et parce que la pièce de théâtre, c'est eux qui l'a jouée. Ouais, c'est eux qui l'a joué. Mais je crois que. Ça, je savais pas. Je crois qu'il y a Valérie Benguigui, paix à son âme, je crois je sais pas qu'il était pas dans la pièce ou un truc. Il y a un truc comme ça. Mais ouais, c'était eux qui l'a joué. Patrick Bruel aussi qui l'a joué avant. Donc du coup, ils étaient rodés, ils avaient le truc. Mais ça reste un très bon film, le truc. Et en film US, du coup, vu que tu regardes beaucoup de films américains. Un film que tu kiffes regarder. Il y a... Ah putain, merde, j'ai oublié il y en a trop, là, comme ça, là. J'en ai plein, et il y en a dont j'ai oublié le titre, là. Il y en a avec Jake Gyllenhaal. Ouais, lui, j'adore cet acteur-là. J'aime bien cet acteur aussi. Et Knight, comment il s'appelle, Knight Avec lui. Voilà, exactement. Avec lui, purée, je vois très bien de lequel tu parles. Night quelque chose, j'ai plus le blaze. Je sais pas, c'est Night Club ou je sais pas quoi, mais il est incroyable ce film. Où justement, c'est un reporter et enfin bon, bref. C'est un très bon film. J'aime bien cet acteur. Il joue bien, je trouve. D'ailleurs, il a fait un film il y a pas longtemps qui est sur Amazon Prime, qui s'appelle The Covenant. C'est un film de Guy Ritchie où c'est sur la guerre. C'est inspiré de Ferrell où il joue un mec, un chef d'une unité, tu vois, je crois qu'ils sont en Irak ou un truc comme ça. Et ils sont accompagnés d'un traducteur qui parle arabe sur place. Et ça va être une relation entre leur groupe américain et lui. Il va se passer des trucs et tout, je veux pas trop raconter pour ceux qui veulent regarder, mais c'est un film franchement bien que je conseille aux gens qui l'ont pas vu. Et est-ce que tu mates un peu des séries? Ouais, j'aime bien les séries. Je suis plus film que série. Mais là, il y a la saison 3 de Top Boy qui est sortie. Yes. Et je me suis tout retapé. J'aime bien Top Boy. J'aime bien Power. Mais surtout le concept des Power Books que j'ai trouvé super innovant, super intéressant. Moi, j'ai commencé la série par le book de Tariq. Et après, je me la suis fait un peu à l'envers. Mais j'ai trouvé ça très innovateur et assez conceptuel de rentrer à chaque fois dans l'univers des personnages et d'en faire une série. J'ai bien aimé ça. Et est-ce que c'est quoi ta série all time que t'as kiffé, que tu sais que c'est ton classique? Est-ce que t'en as une? Ouais, The Wire. J'aime bien les... Je vois qu'on est dans le même thème là. On est un peu dans il va pas sortir Desperate Housewives, Amazon dit. Non, mais après Desperate Housewives, je trouve ça lourd aussi. C'était classique quand même. C'est un gros classique. Surtout qu'on est à une époque. Moi, tu vois, par exemple, Prison Break, c'est un de mes classiques, tu vois. On est à une époque où il y a pas ce truc de plateforme, où genre tu sais ces séries-là, c'est des séries événements où vraiment tout le monde se les tape parce qu'il y a. Exactement. On n'a pas le choix comme aujourd'hui. Ouais, exactement.
Et est-ce qu'il y a une série que tu fais croire aux gens que t'as maté, mais en fait t'as jamais maté? Tu sais ce truc de conversation, ouais, tu sais ça, en fait tu rentres dans le truc pour faire genre, mais comme quand il y a quelqu'un qui t'a reconnu, mais tu l'as pas reconnu et t'es en train d'enquêter pour trouver son prénom. Parfait ce exemple. genre de choses là. C'est exactement ça. Bah souvent les séries dont je t'ai parlé, Snowfall aussi, Ouais. classique Classique, pour moi. pour d'accord. pour Ok, moi, je crois que tu me disais dans le truc. attention. Ok, ouais, Snowfall, ouais. Snowfall, ouais. Même dire. Toujours dans le même thème. Dans le même univers, ouais, dans le même univers. Mais Top Boy, ça aurait pu, quoi. Parce que c'est un peu mon créneau. Et puis, Ok. j'ai pas encore vu. Donc, au final, je finis par les regarder quand même. Tu l'as, ouais, ah, c'est bien. C'est Voilà. bien parce que tu sais, il y a ce truc de. T'as regardé Game of Thrones, Breaking Bad, tout ça, toi, t'as maté ou pas? Game of Thrones, ouais, bien sûr. Ok, parce qu'il y a ce truc de. Breaking Bad, non. Et Breaking Bad, voilà. Donc ça, c'est, on est Ça, dans le truc. ça, on Là, est on y dedans. est, c'est ça que je veux savoir. Où je sais que c'est un classique et j'ai pas accroché. Et j'aimerais l'avoir regardé, quoi. Mais t'as pas essayé de te replonger dedans? Bah, j'ai essayé une deuxième fois et ça n'a pas fonctionné non Ouais, plus. c'est dur. Ouais. C'est dur parce que la saison 1, c'est la plus compliquée, mais en fait. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Donc, je me dis accroche-toi et puis comme je dors devant à chaque fois, j'ai bon allez. Ouais, tu lâches. j'accroche Ouais, pas, c'est vrai que j'accroche c'est un rythme très lent et tout. Et je lisais en venant d'ailleurs que un des épisodes de Breaking Bad, ça reste l'épisode le mieux noté de toute l'histoire des séries. Un des épisodes qu'il y a dans la série qui est vers la fin, tu vois. Ok. Et ouais, ça reste un classique. Mais effectivement, ça fait partie des séries, des grosses séries. Mhm. Où quand on t'en parle, tu sais, t'aimes bien faire genre. Parce que tu veux pas rentrer dans les polémiques, tu vois. Ouais. On va te dire, mais si, il faut que tu mates parce que ceci, cela et Mhm. tout. Donc tu dis oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais on passe à côté. Mhm. Et est-ce qu'il y a des films ou des séries qui, toi, ont pu t'inspirer dans ta vie perso ou dans ta musique, je sais pas, tu vois? Ben moi, j'ai fait une petite série là sur mon site, sur mes réseaux Sur tes sociaux, réseaux, mes réseaux sociaux, qui s'appelle Bon Bâtard, Ouais, exact. qui s'appelle Bébé, où j'invite d'autres acteurs qui m'ont coaché aussi, Ryan Bensetti aussi, grosse dédicace Ouais. à lui, à Fari, Jimo, enfin bref, où il y a d'autres acteurs et Carrément. où je me suis prêté à ce jeu-là parce que dans le métier d'acteur et de chanteur, tu as un point commun, les acteurs prennent des cours de chant et c'est quand même l'art de véhiculer des émotions dans les deux pour moi. Donc je réponds un peu à côté de la question, mais je me suis prêté en tout cas à l'acting pour faire ma série et c'était un luxe, un privilège d'écrire son propre rôle parce que je pouvais gérer les émotions. Par exemple, il y a un épisode où je vais rentrer dans des émotions plus profondes, mais c'est moi qui le gère, c'est pas... Ouais. Tu vois? C'est toi qui contrôle ton truc. Ouais, donc ça, c'était un luxe et c'est une expérience qui m'a énormément plu et que je pense, si j'ai l'occasion, je referai, quoi. En plus, ouais, comme tu disais, tu as eu du beau monde à côté. Farid, Jimo, Ryan Bensetti, c'est des gens qui savent jouer, savent de quoi ils Exactement. parlent et tout, donc c'est cool. Donc ouais, tu te verrais, pourquoi pas renouveler l'expérience si tu as l'occasion. Totalement. Un truc que tu ferais toi-même ou un truc qu'on te proposerait? Ouais. Qu'on Ouais, me proposerait et puis si j'ai les moyens et que je peux, je développerai ma série, quoi. J'ai encore une saison, j'ai la dernière saison de Bon Bâtard que je vais mettre sur les réseaux là. Cool. Et ouais, non, moi j'adore écrire, j'écris tout le temps, tous les jours pour d'autres artistes aussi, Ouais, pour moi. Bien sûr. Là j'ai mon studio, je me suis mis à faire mes prods aussi, donc ça booste la créativité. Carrément. La routine, c'est un peu ce qui tue, ce qui bute la créativité. Ouais, d'accord. Donc c'est super important pour les artistes, je pense, et sûrement pour les acteurs aussi. C'est comme le sport, tu vas développer un muscle si tu fais des exercices différents et puis un exercice va t'aider à faire un autre. Dans la musique, c'est un peu pareil. De faire un instrument, ça t'aide à faire des instrus, de trouver des mélodies. Tout est complémentaire. Tout est complémentaire, donc il ne faut pas hésiter à être Carrément. ouvert d'esprit et à intégrer d'autres cordes à son arc. Carrément. Et est-ce que tu suis un peu ce qui se passe sur Internet, tu sais, vu que tu disais en plus tu as ta petite série sur les réseaux, est-ce que tu mates un peu YouTube, est-ce que tu mates Twitch, ces trucs-là, c'est ton truc ou pas forcément? Alors YouTube, moins, ça l'a beaucoup été vu que nous on s'est développé avec YouTube et puis le développement artistique se fait moins sur YouTube. Avant c'était la culture du clip, là tu l'as moins, l'attention elle est un peu divisée, etc. Donc et le streaming, je suis pas un grand fan du streaming. Twitch, j'ai mon compte Twitch mais j'en ai jamais rien fait, tu vois. Okay. Alors que TikTok par exemple c'est un réseau social que je trouve, même s'il a été un peu pris de haut au début par les artistes, qui demandent finalement, ce qu'on demande à un artiste, c'est capter l'attention des gens, être parlant, avoir un contenu original, et même si l'attention est déjà de moins en moins divisée sur TikTok, moi j'apprends, je regarde des conférences maintenant sur TikTok, et au final on te demande quand même ce qu'on demande à un artiste, d'avoir un contenu original et d'être parlant, quoi. Ouais, c'est vrai, justement j'avais demandé c'était quoi ton rapport au réseau, est-ce que t'es addict, on peut dire que t'es addict, genre t'y vas toute la journée, ou c'est vraiment plus professionnel, c'est quoi ton usage? Ça dépend quel réseau. Par exemple, moi j'aime beaucoup les livres audio, donc c'est pas un réseau social, mais mon rapport avec mon téléphone, ma consommation, Spotify et les livres audio, ça c'est quelque chose qui bouge pas. Et mon rapport avec les réseaux sociaux, c'est surtout quand c'est un peu égocentrique, c'est
ce qui fait un artiste aussi, c'est quand je publie des choses sur les réseaux. Quand je vais être à fond, là, je suis beaucoup plus impliqué dans les réseaux. Ouais, je regarde plus, mais parfois, je m'oblige un peu à faire des pauses et à me recentrer sur ma musique, sur moi, sur le monde, sur mon univers, de pas être complètement H24 connecté, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes, même en dehors du rap, qui sont pas forcément fans des réseaux en temps normal, mais qui effectivement, de toute façon, pour le taf, sont obligés à un moment donné de s'y mettre. Et quand ils ont de la promo, d'y mettre, parce que de toute façon, ça passe par là, comme tu le disais, la promo maintenant, elle est plus sur YouTube ou quoi, elle est surtout pour un artiste musical. Même pour un humoriste, de toute façon, ça passe par les réseaux à mort, quoi. Donc, il faut pas que ça soit chronophage. En fait, quand tu es un artiste, pour moi, excuse-moi de t'avoir interrompu, c'est que je pense qu'il faut être acteur de tes réseaux. Il faut quand même un peu regarder ce qui se fait pour pas être à côté de la plaque, etc. Mais quand même, tu perds très facilement du temps dessus. Donc du coup c'est mieux à un moment, je m'autorisais à prendre mon téléphone qu'à partir de 18h. Qu'à partir de 18h, pardon. Ouais, tu mettais des limites. Voilà, je mettais un peu des limites pour pas... Parce que dans un artiste, t'as une épée de Damoclès chez un artiste, pardon, t'as une épée de Damoclès qui est assez forte, où si tu te bouges pas de toi-même, tu vas pas au taf à 8h, de 8h à 17h. T'es dans une pression constante, tu vois. Ouais, carrément. Là, par exemple, de faire mon studio chez moi, mon pouvoir d'action, il est devenu beaucoup plus grand, parce que t'as un moment où les beatmakers sont pas toujours dispo, tu peux pas toujours être concrétiser ce que tu as dans ta tête. Donc tu as énormément d'énergie qui part dans le vent. Donc d'avoir un instrument, de faire ce genre de choses-là, d'être acteur de ta musique, ça aide à pas perdre d'énergie, quoi. Tu es maître de là où tu veux aller en gros. Un peu plus, ouais. Ça marche. Et mais c'est intéressant parce que tu parles de TikTok, que c'est un peu aussi ce qu'on demande à un artiste. Surtout que dans le rap, maintenant, mine de rien, c'est ça qui est marrant, c'est que moi, pour avoir travaillé en radio, j'ai vu des artistes, des rappeurs, des jeunes rappeurs, tu sais, qui ont 20 ans, qui commencent et tout, qui finalement sont pas forcément dans le délire de TikTok, mais qu'on pousse à aller volontairement ou pas, parce que ça passe par là. Il y a énormément de sons maintenant et d'artistes qui ont pété parce que le son est passé sur TikTok en boucle, c'est devenu un challenge et tout, et qu'aujourd'hui marche parce que ça vient de TikTok, quoi, tu vois. Donc, est-ce que toi, tu as découvert quand même des artistes sur TikTok ou pas forcément? Oui, bien sûr. Le développement ces dernières années se fait sur TikTok. Là, par exemple, c'est plus Instagram qui révèle les artistes, c'est TikTok qui révèle les artistes. Donc forcément, tu y prêtes plus attention. C'est plus YouTube non plus, c'est plus Snapchat non plus, c'est TikTok. Donc tu prêtes attention. Après, il y a un débat aussi souvent que tu entends en studio, c'est est-ce que tu fais de la musique pour TikTok? Moi, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est... Et il y a une bonne question et qui pour moi doit être une réponse affirmative, c'est est-ce que tu dois être parlant? C'est-à-dire que la punchline, elle a eu différentes définitions en fonction des époques. Dans le rap, en tout cas, avant, c'était très littéraire, très imagé, très ceci. Mais il y a un truc qui a jamais bougé, qui est resté à travers les époques, c'est le côté parlant de ton texte. Si tu es parlant, ça fonctionne. Donc, c'est compliqué. Dans un artiste, tu dois faire attention à l'autre sans faire trop attention à l'autre. Si tu fais trop attention à l'autre, pour moi, c'est du 80-20. Autant sur la critique que sur ce que l'autre peut interpréter. Si tu n'es que le reflet de l'opinion des gens, tu n'es personne au final. Mais si tu ne l'écoutes pas du tout, tu peux être très à côté de la plaque aussi. Donc, il faut essayer de juger un peu les deux et se poser la question de est-ce que je peux être parlant, est-ce que mon propos peut être plus parlant? C'est une question qui est pertinente. C'est un peu la différence entre un bon prof et un mauvais prof, si tu veux. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on peut être parce qu'on entend, c'est intéressant ce que je dis, on entend ce discours des fois d'artistes qui disent même là on parle de rap mais même ça marche aussi en dehors du rap, qui disent moi je fais ce qui me plaît sans écouter le retour des gens. Tu penses que ça peut fonctionner à long terme ce truc là de se dire je fais, parce que là tu dis que c'est en gros c'est 80-20. Non mais la vie fonctionne pas comme ça. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, je suis plutôt d'accord avec toi, tu vois, mais des fois quand on entend des discours on a l'impression que ça peut être comme ça que ça marche, tu vois, de se dire je fais ce que je veux moi, je me fais kiffer et les gens soit ils suivent pas, et tant pis, tu vois. Alors oui, là par contre là-dessus je suis assez d'accord dans le sens où être un artiste c'est être une personnalité qui a son monde et tu sais, un bon leader n'attend pas la validation des autres. C'est quand tu sens que le leader peut y aller tout seul que tu vas le suivre. Si tu vois un leader qui doute et qui fait en fonction des autres, t'as pas envie d'y aller. Donc quand tu vois quelqu'un qui est déter et qui a son monde, son univers, qui a construit son truc en étant un petit peu auto-centré dans son truc sans prêter attention à l'autre, oui, mais tout ce qu'il a appris, tous les codes qu'il a appris, toute la vie, tout ce qu'il y a dans son cerveau vient des autres. C'est pour ça que je te dis que la vie, elle n'est pas
faite sur ces principes-là. C'est que tu prêtes forcément attention aux autres, mais à savoir à quel pourcentage. Et je suis d'accord que à 80%, ça doit être ton univers que tu proposes aux autres. Ouais, c'est un juste milieu entre les deux, entre ce que tu dois être, ce que tu es toi fondamentalement et ce que tu proposes, ce que tu écoutes, le retour que tu as des gens, quoi. Est-ce que tu as des petits coups de cœur? C'est quoi tes coups de cœur dans le rap français aujourd'hui de la nouvelle génération? T'écoutes encore beaucoup? Ouais, j'écoute j'écoute beaucoup. Tu sais, ce qui est fou, c'est que c'est un côté positif aussi, mais on est moins fan des artistes, on écoute beaucoup de sons. Ok. Donc il y a énormément les artistes dont je peux être fan, c'est des artistes qui mélodiquement sont super puissants, comme Rema dans l'afro. J'écoute énormément d'afro, même si j'en fais pas. Je suis inspiré, il y a toujours un peu d'afro dans mes sons, mais je trouve que mélodiquement ils ont ce mélange entre le côté un peu émotion et rythme qui est super bien calibré et qui a causé des grands succès, comme Stromae, comme Michael Jackson, ou même Jul, qui est un mélange entre le côté un petit peu touchant, sentimental et très rythmé, où tu te fais pas chier, tu vois. C'est vrai, il y a vrai, mais c'est vrai que ceux que tu as cités, même Stromae, ça a été ça qui a fait son succès, je pense, le truc, c'est l'exemple qu'on prend tout le temps de Papa Outé, où c'est une chanson tragique sur un son où tout le monde va danser, quoi, sur une mélodie où tout le monde va danser. Donc t'écoutes vraiment ce qui se fait maintenant et ça t'inspire même dans ce que tu fais dans ta musique perso. Ça peut te parler? Alors, dans mon propos, dans le fond, j'essaie comment dire, j'écris souvent des choses qui sont inspirées de ma vie ou aussi de celles des autres, mais c'est beaucoup sur ma vie parce que je pense que c'est là où on sent que tu sais de quoi tu parles. Tu vois, donc je vais m'inspirer de ma vie beaucoup, et dans la forme plus beaucoup dans l'afro. Voilà. Après, les artistes français qui m'inspirent de la nouvelle génération, c'est surtout sur leur mindset et comment ils travaillent. Je trouve que tu as énormément d'artistes de la nouvelle génération qui déjà ont multiplié leurs casquettes en termes de c'est visuel, mais c'est le lifestyle, ce qu'ils proposent, c'est énorme. Et puis même, je pense par exemple à des artistes comme Taïk ou Dadju, ou plein d'autres, ou même de cette génération, qui ont une exigence vis-à-vis du travail, une remise en question permanente, qui me fait penser un peu à l'école section d'assaut, comme on était, et ça je m'inspire de la nouvelle génération là-dessus, sur leur capacité, leur volonté à travailler. C'est vrai que c'est ce que tu me dis, ça me fait penser, j'en parlais avec des potes pour faire un parallèle. Je trouve qu'il y a une nouvelle génération qui est très très mature, tu vois. On parlait de YouTube tout à l'heure, je pense à des mecs comme Inoxtag ou Michou, je sais pas si tu suis un peu ce qu'ils font, qui ont 20 piges, 21 ans, tu vois. Qui brassent beaucoup d'argent parce que voilà, ils génèrent beaucoup d'argent autour d'eux, donc forcément ils en ont qui reviennent et c'est justifié, et qui ont je trouve une putain de maturité à gérer tout ça, tu sais. Exactement. Alors que t'as 20 piges, que concrètement, toutes tes portes sont ouvertes, tu peux faire ce que tu veux et tout, en termes d'oseille, en termes de voyage et tout, et qui sont dans ce truc de travail, de fournir un truc, ils ont un but et tout, et c'est pareil avec les artistes du rap, et c'est vrai que c'est vraiment inspirant de fou, comme tu dis. Même ça, j'osais pas en parler parce que pour moi, ça sort un peu de l'artistique, mais c'est vrai que quand je parle de travail, je parle aussi du côté business. C'est-à-dire que la nouvelle génération, businessment parlant, nous on s'en foutait du business, dans le sens où ce qu'on voulait, c'était être reconnu et qu'on dise de nous qu'on était les plus forts. C'était avoir ça avant tout, et on était aveuglés par ça, ce qui fait que le côté business, on le mettait de côté, tu vois, on l'a capté après, alors que la nouvelle génération est très alerte là-dessus. Ouais, de fou. Je pense qu'ils ont les outils, ils ont ce qu'il faut, et puis on en parlait tout à l'heure un petit peu hors antenne, mais genre maintenant on a grave les moyens de s'informer sur tout un peu, donc en vrai il y a la connaissance à la portée de trucs. On va faire une petite séquence qui s'appelle le flashback. Je vais te montrer des photos qui normalement vont te parler. Tu les regardes et tu me dis ce que ça t'évoque, ok? Allez. Je te mets ça tout de suite. Bam. Je te laisserai swiper. Il y en a 5. Celle-ci. Waouh, t'es bien renseigné. Qu'est-ce qu'on a? Dis-moi, est-ce que tu peux la décrire à ceux qui nous écoutent et nous dire ce que c'est? Alors, c'est une photo du Monoprix. Et c'était un de nos taf de galère. Je dis no parce que j'ai commencé à bosser là-dedans,
Et après, j'ai mis Le-Fi Gims dedans. Donc, tu avais la moitié de section qui bossait à Monop. Qui bossait à Monoprix. Ça, c'est là où on bossait, c'était à côté de Gare Saint-Lazare, je me rappelle. Et ouais, non, il y a des souvenirs, il y a des petits flashbacks assez marrants dedans, quoi. Ça reste des bons souvenirs, ces trucs des tafs de galère, comme tu dis, avant en section, où c'est globalement un mauvais souvenir de se dire on taffe parce qu'on est obligé, c'est alimentaire et tout. Ah, c'était un peu dur, mais moi je me rappelle, je sais pas, je présente un peu le taf à l'EFA et tout, machin. Après, je dis voilà, les chiottes, c'est là où je vais dormir. Quoi? Tu dors dans les chiottes? Qu'est-ce que tu fais, etc. En fait, il y a plein de. Nous, on charriait, on blaguait tout le temps. Donc, il y a le côté, oui, contraignant. Tu te lèves à 5h du matin, tu vas charbonner. Ça n'a pas duré super longtemps. Après section, ça a pété. Mais il y a toujours, même dans les moments de galère, énormément de rire avec section. Ça, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais on se clashait tout le temps, on rigolait énormément et c'est ça qui a créé cette amitié qui était très forte, quoi. Et c'est une chance de réussir avec ses potes qu'on connaît depuis toujours, donc forcément en plus quand il y a cette culture de se vanner, etc. C'est encore plus magnifique. Je swipe. Vas-y. Alors ça, c'est plus la famille, c'est ça? C'est ça. Donc là, on voit un couple avec 2 enfants. Ouais. Donc moi, j'ai eu 2 enfants qui sont là, tatoués sur mon bras là. Enfin, yes. J'ai 3 enfants, bien sûr, mais j'allais dire 2. J'allais commencer par les 2 premiers, vu qu'ils sont issus d'une première union. Une union, alors ça, c'est super intime, mais qui était dans la religion. Moi, je m'étais converti à 14 ans, très jeune. Okay. Et j'étais plus impliqué justement avec l'histoire d'amitié, de section, etc. Quand moi, je me suis vraiment intéressé à la religion. Et du coup, voilà, cette première famille qui était soudée par la religion. Donc, quand moi, je me suis un peu détaché de la religion, ça n'a pas tenu. Ok. Parce que c'était vraiment ça le point commun. Hormis la religion, il y avait pas. C'était un amour conventionnel, un peu, qui était autour du dogme de la religion, mais qui n'était pas un amour passionnel. Il n'y avait pas vraiment d'amour, quoi. Ouais, carrément. Il y avait de la compassion, voilà, mais bon. Donc, ça me rappelle donc les débuts de section, parce que c'était aussi les débuts de section. Et puis, c'était. Tu sais, maintenant, on devient adulte vraiment 30 ans passés, je pense. Et moi, mon premier enfant. Donc mon grand là, qui a 15 ans, j'avais 23 ans à l'époque. Ok, ouais. Donc c'était une expérience trop mature pour l'âge que j'avais. Ouais, je bien pense. sûr. Après, je le regrette pas parce que là, quand je vois, c'est un petit ado, on parle, c'est merveilleux, j'adore. Bien, ouais. Je suis très content de l'avoir eu jeune. Mais c'est vrai que c'était une expérience familiale, une grande responsabilité qui m'a été donnée assez jeune, quoi, quand même. Et finalement, le truc d'amour, de couple, c'est un peu un fil rouge finalement de ta carrière même musicale, parce que là, tu en parlais au début de la section et ça te porte jusqu'à aujourd'hui. Dans ce que tu fais maintenant, ta musique d'aujourd'hui, ça reste le thème, les thèmes principaux de ce que tu fais. D'ailleurs, je parlais de ça, de tes EP Étoiles de jour, qui sont un peu, tu disais en interview, les parties du deuil d'une relation, etc., ça, qui sont toutes les parties de ça. Donc, Exactement. Moi, la question du couple me passionne. Ouais. Énormément, parce que je trouve qu'elle est assez fondamentale dans la construction de notre esprit, qu'on est dans une société où tous ces concepts de mariage, etc., évoluent énormément, très rapidement. Et puis en analysant ma vie, je vois à quel point la place que ça peut prendre et l'idée que je me faisais de la famille, de l'amour, change aussi beaucoup. Donc voilà, c'est un thème, je pense, qui est la musique en général parle d'amour à 80%. Donc moi, je me mets toujours dans mes projets 20% pour parler d'autres choses aussi, mais voilà, t'as beaucoup d'émotions là-dedans, beaucoup d'inspiration. C'est un thème inépuisable parce que, comme tu dis, il évolue avec notre âge, avec notre façon de penser et tout, donc ça reste une source d'inspi. Et puis surtout, moi, je pense que, tu sais, quand t'es jeune et t'es habitué, t'es entouré de ta famille, de tes parents généralement, et tes frères et sœurs, quand tu te lances dans le grand bain d'adultes, tu te dis, déjà, tu vas répéter le schéma familial un peu de il me faut un couple, il faut. Tu sais pas vraiment pourquoi tu fais tout ça, mais c'est existentiel, c'est profond parce que déjà, tu as peur de la solitude. Donc, en fait, on se met en couple avant de s'être construit. Ouais, c'est vrai. Souvent, de 20 à 30 ans avant de se trouver et surtout de concevoir l'autre comme une belle option. Plus qu'une question fondamentale de grâce à lui, je vais être heureux, grâce à lui, je vais être épanoui, grâce à telle personne, ça va changer. Ce qui fait que généralement, ça casse parce que le propre d'un couple, c'est pas ça. Si tu mets toute ta question existentielle sur l'autre, t'étonnes pas que
tu lui fais peser Bien sûr. un poids beaucoup trop important Ouais, et que ça carrément. part en couille, tu vois. Carrément, c'est clair. Donc, ouais. Non, ma vision de l'amour, en tout cas, elle a changé, ou de concevoir la relation de couple a bien changé. Ouais. Ouais, elle évolue. Ce qui est normal, c'est le rythme, c'est la vie, quoi, en fait. C'est au la final. vie. Je te laisse swiper et Ouais. regarder dans l'autre photo. Donc ça, c'est les artistes pour lesquels j'ai écrit, c'est ça que tu veux C'est dire? ça, ouais. Alors, Vianney, j'ai pas écrit pour lui. Par contre, il y a des morceaux qu'on a fait pour l'album de Black M ensemble. Donc, on a déjà travaillé ensemble. D'accord, ok. Vous avez bossé ensemble en tant qu'auteur, mais pas pour lui. Mais T'as pas pour bossé. lui. Ok, Mais ça pas va. pour lui. Et idem, Florent Pagny, je sais pas si je crois que tu avais fait un truc, C'est mais ouf, que ça. c'était pas sorti. En fait, c'est Gims qui m'a dit ouais, il y a Florent Pagny qui veut que je réalise son album, etc. Ok. etc. Ouais. Est-ce que ça te tente? Donc j'avais écrit des morceaux pour lui. Et puis D'accord. pour Taïk aussi, comme artiste qui est connu. Qui t'a, ouais, Voilà. Et puis pour d'autres artistes en développement. Donc là, on voit sur la photo Kenji, Gims, Zao, Vianney et Florent Pagny. C'est un exercice qui te plaît, ça, écrire pour d'autres? Ça Ouais. t'a appris des choses, toi? Bien sûr, déjà Ouais. t'apprends parce que tout le monde ne conçoit pas l'écriture, et pour Black M aussi qui est pas là, et tout le monde conçoit pas la musique, le propos n'a pas la même musique, n'a pas la même approche de l'écriture, donc t'apprends forcément, vu qu'il y a des visions que t'as pas, qu'ils ont, qui te correspondent ok. ou pas. Mais moi je sais, je suis déjà retourné dans des séances de studio à moi où j'avais appris de mes séances d'écriture pour les autres, ou pas que pour des artistes confirmés, hein, Ok, mais ouais. et qui m'ont servi. Donc ouais, c'est Ça enrichissant. t'ouvre l'esprit sur d'autres trucs, sur d'autres univers, etc. Ouais. Donc, ok, Après, très ce bien. que je préfère, ça reste écrire pour moi. Ça reste quand écrit pour toi. Est-ce qu'il y a un artiste pour lequel t'aimerais écrire et t'as pas écrit, ou pas forcément? Il y a pas de. même. Chacola, j'aimerais beaucoup écrire pour Chacola. lui parce qu'il a une mélo incroyable et il a des titres qui me parlent beaucoup. Angel, j'aimerais bien aussi. J'aime bien ce qu'elle propose artistiquement. Ok. C'est vrai que Tiakola, on est dans ce truc de musicalité dont tu parlais tout à l'heure et tout, qui te parle Ouais. maintenant et tout. Donc, ouais, carrément, ce serait chouette. Et quand les séances avec Taïk aussi sont très enrichissantes, Ouais. parce que il a une approche très qualitative, et des critères d'écriture qui sont différents, mais qui sont tout aussi pertinents, tu vois. Ouais, carrément. Carrément, ça marche. Je te laisse swiper sur la prochaine photo. Ouais. Georgette, mais t'es archi bien renseigné. Georgette. Qui est Georgette? Ressorti qui est Georgette? Parce que là, c'est une guitare. hors contexte, voilà, ça est bizarre, Georgette. Georgette, bah, je l'ai dépoussiéré. Waouh, t'es super bien renseigné, ça fait plaisir. Je l'ai dépoussiéré tout à l'heure, en plus, Georgette. Pourquoi? Donc, je me suis mis à la guitare justement parce qu'on parlait de détendre un petit peu les cordes à son arc pour développer sa musicalité, Ouais. pour enrichir tout ça. Et c'était un passage où j'ai fait des cours de guitare, comme j'ai fait un peu de cours de piano, beaucoup de cours de chant. Voilà, que j'avais mis de côté. Et tu vois, je me suis remis à faire mes instrus. Donc j'ai acheté mon studio d'enregistrement à la maison, etc. Et ben, une chose en appelle une autre. C'est-à-dire que quand tu es trop linéaire dans une chose, et ben, tu peux t'en lasser assez rapidement. Et c'est vrai que la routine tue la créativité pour moi. Et là, le fait de faire des prods m'a remis dans le piano. J'ai envie de me remettre à la batterie. Il m'a refait dépoussiérer Georgette. Ok, d'accord, ok. Donc, moi, je pense que, tu vois, par exemple, quand j'ai plein de textes à écrire, si tu te mets 1 heure, ton cerveau, il n'est pas forcément fait, ou il va se lasser assez Ouais, rapidement. c'est vrai. Donc, quand tu es 1 heure sur par exemple, moi, c'est le confinement qui m'a débloqué là-dessus, où on n'avait pas le choix de bouger de la maison. Donc, j'avais listé tout ce que je pouvais faire chez moi. Et par tranche de 20 minutes, je me concentrais sur ces choses-là. Et Ok. après, je faisais de la cohérence cardiaque pour redescendre et me relancer dans une Ok, activité. d'accord. Ce qui fait que j'étais super productif au final, plus que dans mes journées sans confinement. Et je suis resté confiné après longtemps parce que Ça t'a- j'aimais trop. t'as adopté le truc. J'ai adopté le truc, tu vois. Ok. Donc, Georgette, ouais, dans le confinement, on était Georgette, bien elle est potes. back là? Elle est back du coup en ce Elle moment. est comeback, ouais. Ok, ça Elle marche. est back. Et t'as d'autres Elle est talents pas mal. cachés comme ça, hors musique, ou pas forcément? Tu cuisines par exemple, ce genre de truc? Ouais, de Ouais. ouf. Ouais. Mais moi, je compare souvent la musique à la cuisine, parce que dans la musique, tu mets une harmonie de trop, ben ta musique n'est pas bonne. Dans un plat, tu mets un peu trop de sel, voilà, Ouais, t'as c'est foutu vrai. ton plat en l'air. Et puis, ça fait appel à la sensibilité aussi, quand même, la cuisine. C'est vrai, Donc, de ouf. ouais, j'aime beaucoup la cuisine, et je suis très bien-être et sport. Ok, Je suis très branché là-dedans. Ouais. c'est quoi ton plat type, ton plat phare? Ben, j'ai pas de nom, parce que quand je cuisine, tu parles des plats Ouais, que je cuisine, ouais. bah c'est des plats que j'invente à chaque fois. C'est Donc des- ouais, j'ai c'est- pas de plat phare à chaque fois, ça Ça change à diffère. chaque fois. Mhm. Ok, ça marche. Je te laisse, je crois que c'est la dernière photo qu'on a après. Ouais. Eh ben, le sport, On y est. justement, tu viens. Pour moi, tu sais, le bonheur, je crois qu'on le recherche tous un peu, quelque part. On est sur Terre, c'est pour être heureux, le plus épanoui possible. Eh ben,
dans le sport et la passion, moi c'est ce que je dis beaucoup à mes enfants, c'est des armes qui ne bougent pas. Là, j'ai vu un professeur là, il n'y a pas longtemps qui disait que, un docteur qui disait que dans une séance de sport, tu as l'équivalent de dopamine, de plaisir qu'il y a dans 2 cachets d'antidépresseurs. Donc c'est un truc qui me met de bonne humeur, qui me met bien et qui est très loyal. C'est-à-dire que tu fais du sport, tu vas être bien. La musique, c'est un milieu où tu as beaucoup d'ascenseurs émotionnels, donc tu peux être très épanoui, mais tu peux être très frustré du jour au lendemain. C'est pas forcément facile. Ouais, mais le sport, ou tout comme une passion, là je parle de la musique, c'est un peu compliqué, mais dans une passion, dans tes moments durs, dans ta vie, ça va te ramener du bonheur. Tu vois, plus que le matériel, plus que si je perds tout. Tu vois, par exemple, demain, je fais un business, ça tombe à l'eau, ça appartient au passé. Demain, j'investis sur ma propre personne, j'apprends la guitare, ça ne partira jamais. Ouais, bien sûr, c'est acquis. C'est quelque chose d'acquis, de fiable, tu vois. Carrément. Donc moi, j'encourage les gens à avoir une passion, à la cultiver. C'est ça qui va être ton repère dans la vie. Tu passes par des choses qui sont pas toujours facile, et ça c'est des repères qui te fortifient. Carrément. Ouais. Apparemment, t'es un grand fan de sport. C'est vraiment c'est ta constante positive en fait de dire si tu fais pas de sport, mais comme pas mal de gens qui font du sport d'ailleurs quand ils peuvent pas en faire pour X raisons, ils sont blessés, ils sont pas exactement. Quand je suis horrible. blessé, je suis pas bien quoi. Ouais, c'est pas bien. Ok, très bien. Bon, écoute, t'as répondu parfaitement à ce petit flashback. J'espère que je t'ai fait rappeler des bons souvenirs. C'était bien. On parlait du coup de famille, d'amour. On va rester un peu plus actuel avec tes EP Étoile de jour du coup, avec plein de morceaux. En termes de direction artistique, ces EP qui vont finir par faire un album au bout du compte, est-ce que c'est l'aboutissement de quelque chose ? Alors c'est l'aboutissement et la rencontre d'un autre artiste, beatmaker, pianiste incroyable qui s'appelle Nino Vella. Ok. Qui est pianiste pour Iseult, mais qui a aussi son groupe Rookin qui marche très bien, qui a composé pour Noah, mais aussi pour Soprano et pour Black, enfin pour plein de gens, pour Maes aussi, enfin il a Fetty Wap, je crois que voilà, Fetty Wap c'est Nino Vella, donc il a une panel, un mélange de musique urbaine et variété. C'est cette nouvelle génération, donc lui il a 10 ans de moins que moi, qui peut avoir fait du solfège et en même temps écouter des gros morceaux de rap. T'as cette culture musicale qui a explosé. Tu vois, dans ce documentaire là, derrière nos écrans de fumée là, sur Netflix, qui te parle beaucoup des côtés très négatifs d'Internet, mais t'as énormément de côtés très positifs d'Internet, où la nouvelle génération a une culture musicale incroyable parce que l'accès à l'information s'est multiplié. Ou je sais pas, là je te prends un autre exemple, par exemple la France-Afrique, quand moi j'étais plus jeune, si t'avais pas un papa qui était un peu dans les bouquins, qui se prenait la tête à rechercher, à s'intéresser aux choses, t'as plein de choses qui étaient ignorées. Et là, donc là on part dans la politique, mais si l'Afrique peut plus s'affirmer là ces derniers temps, c'est aussi en partie grâce à Internet. Donc ce documentaire qui descend Internet, c'est vrai parce que il y a plein de choses qui sont vraies, mais je pense que c'était un peu caricatural dans le sens où il y a plein de côtés positifs quand même Internet. On est d'accord. Donc du coup c'est donc là t'arrives avec à force de rencontres finalement t'arrives à arriver là où tu voulais aller en termes d'artistique, en termes de chant, à proposer ce que tu... t'es vraiment là, tu disais que t'es sur ton EP en 2007, t'étais à 80%, là on va dire que on peut dire que t'es à 100% ou sur la... Non, si sur Étoile de jour, je vais pas faire de mystère, hein, je regrette rien. Il y a peut-être un morceau qui sort de l'ADA, je dirais pas lequel, de la direction artistique, mais où je me dis bon, j'étais peut-être pas obligé de le mettre, mais sur 20 sons quoi. Ouais, globalement, donc, je suis vraiment très satisfait d'Étoile de jour. Moi perso, je t'ai redécouvert à ce moment-là. Avec ce EP là et j'avais pas forcément suivi ce qui s'était passé avant, etc. Et j'ai kiffé parce que j'ai trouvé que, et peut-être parce que je t'ai connu à ce moment là où t'étais justement à 100% de ta satisfaction de ce que tu voulais proposer, et j'ai grave kiffé. Je me suis dit putain, et là on sent que en fait déjà je trouvais que ça t'allait bien, ce style là de chanter et tout machin, tu le faisais bien, tu vois, tu maîtrisais les trucs, en plus t'avais des vrais morceaux, enfin t'as le morceau Voie lactée avec Le Fa et Lord Esperanza qui avait tourné, qui était bien, qui était charmé et tout, et t'es arrivé sur un vrai truc et ça se ressent, je pense. Le fait que tu sois à 100%, que toi t'as peut-être kiffé vraiment faire ce truc là, je pense que ça s'est ressenti pour les auditeurs dont moi par exemple je fais partie quoi, donc c'est vraiment cool. Et
Je voyais dans une interview que tu avais fait chez Dose Rap où tu disais que maintenant que tu es vraiment dans cet univers de chant, limite quand tu revois tes passages rappés, kickés chez Section, c'était plus ce que tu kiffais, quoi. Ça te parlait plus, quoi, du moins. Il y a deux choses. Il y a déjà que la musique de Section, ça a marqué, ça a game changé quelque part un peu la musique, mais la couleur, elle n'a pas super bien vieilli. On est tout à fait là. Il y a 12 titres pour le Retour des Rois qui ont été enregistrés, qui sont mixés, masterisés. S'ils sortent, ça, c'est une autre histoire. Ouais. Moi, j'ai tout fait pour, mais voilà, après, chacun ses limites. Mais c'est très actuel. Okay, c'est très actuel, donc de faire du Section, parce que à côté de ça, t'as un Lefa qui a toujours fait de la musique, t'as Adama qui a toujours fait de la musique, qui en a produit de la musique très actuelle, etc. Donc t'as beaucoup d'identités de Section qui étaient très imprégnées de la musique actuelle. Donc Section en 2023, c'était chaud de fou. C'est vraiment dommage et ça serait très regrettable s'il sort pas, mais c'est qualitatif, tu vois. Ok, très bien. Donc pour répondre à ta question, j'avais ce regard un petit peu critique et aussi sur les lacunes que j'avais pas comblées, de gérer de la voix, dans les flows, les mélodies. C'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient parfois un peu répétitives et tout, mais voilà, c'est important de ne pas remettre la faute sur l'autre et de se remettre en question, sinon tu les changes pas, ces choses-là. Ouais, complètement, ça fait avancer dans tous les cas. Quoi. On parlait de tes kiffs, de tes passions et tout, truc machin. Je voulais te faire écouter un petit truc avant que j'oublie. Ouais. Bouge pas, je balance le truc. Ouais, le blanc, c'est Barack. On sait que tous les 6 mois, t'as un nouveau délire. Et tu vas à fond dedans. Donc actuellement, c'est être à fond dans le geekisme, le studio, apprendre à mixer et tout. C'est quoi ton prochain délire, frérot? Le prochain délire, c'est ouf. Donc là, c'est Barack Adama. Ils ont entendu là. Tout le monde a entendu là. Là, on est tous. Alors, c'est ouf parce que genre dimanche, chaque semaine, on a gardé ce truc-là d'exigence, de réunion, de travail, etc. Tout ça. On s'est appelé du coup dimanche. Ouais. Et donc là, voilà, comme il dit, je me suis mis à faire mes prods, à faire mes instrus, à faire mon truc et tout. Et dimanche, c'est un truc que j'avais déjà évoqué, de me mettre à la batterie. Ok, d'accord. Et il me dit, oui, il faut que tu te mettes à la batterie rythmiquement, ça va te rajouter encore un truc en plus, etc. Tout ça. Donc, il a la réponse. C'est ça ton C'est un truc qui m'a soufflé, dont j'avais déjà parlé, mais qui l'a réanimé. Et mon prochain kiff, c'est la batterie. C'est la batterie là? Ouais. Elle a un prénom, cette batterie, par rapport à Georgette ou pas encore? Je l'ai pas encore rencontrée. Donc tu l'as pas encore rencontrée? J'attends de voir un petit peu le feeling qu'elle a avant de lui trouver un blaze. C'est normal. Faut ressentir les choses. Quoi. Exactement. Ok, donc Adama, il a la réponse. Ouais, c'est la batterie. Ouais. Ça marche très bien. Tu parlais du Retour des Rois. En 2022, vous avez fait une tournée avec la Section. Vous avez retrouvé le public 10 piges après. Ça fait quoi? Est-ce qu'il y a des diffs? Ou est-ce que quand vous montez sur scène, il y a les automatismes qui se remettent automatiquement? Alors sur scène, les automatismes, tous les textes et tout, ça, l'alchimie artistique, incroyable, magique, j'ai envie de te dire. La rencontre avec le public, incroyable. On n'avait même pas sorti de single, ça faisait 10 piges que la tournée était complète, 300 000 tickets vendus, c'était incroyable. Donc énormément d'énergie et comme souvent il y a dans la musique, ascenseur émotionnel de fou, énormément de frustration aussi parce qu'on a cet album qui est créé, il y a des gros tubes, il y a des gros trucs, il y a des choses qui sont fortes dedans et une volonté de certains membres de l'équipe qui se sont exprimés dessus, j'ai pas besoin de les citer, à ne pas sortir le projet, donc une incompréhension et une frustration énorme parce que moi qui suis arrivé à Étoile de Jour, qui a mis 10 ans à me construire artistiquement, pour moi les étoiles de jour sont alignées. Les étoiles de jour sont alignées, tu vois. Ouais, c'est vrai. Les étoiles sont alignées où je me dis, ça y est, artistiquement, je suis prêt. Section d'assaut, ça va remettre le truc en lumière. Donc, j'étais très content. Donc, j'étais un des membres, je pense, le plus frustré et le plus contrarié, tu vois. Bien sûr. Qui s'est passé ce qui s'est passé, tu vois. Mais du coup, moi, j'ai tendance à tout relativiser et à tout positiver. Ça m'a permis de retravailler encore plus sur moi. Peut-être que s'il n'y avait pas eu ça, je ne me serais pas mis à faire mes prods. Peut-être que tu vois. Ouais, donc ça va, mon personnage artistique, mes capacités artistiques, de par cette chose difficile que j'ai vécue, ne va que être bonifié. Donc c'est le côté positif. Parce que j'avais demandé si le fait de se retrouver, de faire cette tournée, etc., est-ce que ça vous a donné envie de rebosser justement sur ce projet-là, ou des fois on peut se dire, on fait c'est les retrouvailles, c'est 10 piges, c'est un anniversaire, c'est une réunion, et basta, entre guillemets, chacun retourne un peu dans ses bails à droite à gauche. Je pense qu'il y a certaines
certains membres du groupe qui avaient déjà une idée du groupe comme un peu appartenant au passé, etc. Okay. Et qui a malheureusement cette confusion entre amitié et ambition artistique qui a donné naissance à une ambiance ambiguë. Donc déjà ça dépend avec quel membre, mais il y avait des moments où moi j'ai passé une super tournée d'un côté. Okay. En fait, c'est extrêmement bipolarisant. En fait, ouais, j'ai l'impression. Même si tu veux, dans les 2 U-Arena qu'on a fait, il y en a le premier qui était le meilleur concert de toute ma vie. Okay. Genre, j'ai adoré le faire, et le deuxième le pire. C'est vrai? Parce qu'entre temps, on retire les morceaux solo. Donc moi, faire mes morceaux solo, vu qu'on pouvait pas faire les nouveaux morceaux de section, c'était un peu ma manière de montrer mon nouvel univers artistique. Finalement, on décide de retirer des solos. Donc voilà, et mélanger à d'autres choses, qui font que émotionnellement, le même événement, tu ne le vis pas du tout de la même manière. Ouais. Donc pour te répondre tout à fait honnêtement, cette tournée, elle était aussi magnifique que dur à supporter. Ok. C'était très... Ça devrait être super frustrant du coup de vivre des émotions, comme tu disais là. Là concrètement, en plus tu fais un U-Arena où tu te prends un shoot d'adrénaline, c'est charmé, tout est magnifique. Et le lendemain de le vivre complètement différemment, exactement. Ça va être vraiment frustrant de ouf quoi finalement. En fait c'est là où il faut être sage et relativiser, je pense. Parce que sinon tu peux te rendre malheureux alors que tu viens de chanter devant 80 000 personnes, mais réveille-toi, une tarte dans la gueule, même c'est vrai, ça va te remettre les idées en place. Donc il faut déjà être content de tout ça, il faut pas s'en plaindre. Complètement. Mais après oui, émotionnellement, c'est connu que la vie artistique, que tu sois, t'as des artistes, ils sont au top, ils sont pas forcément heureux pour autant. Ils ont le fameux truc des artistes qui se foutent en l'air à 27 ans ou qui meurent à 27 ans. Et c'est souvent des artistes qui sont très connus. Donc voilà, donc émotionnellement, c'est pas toujours facile à vivre. Ok. Donc là, pour l'instant, section, ça reste en stand-by parce que tout le monde n'est pas accordé au final. C'est un peu ça l'idée. On verra bien. On verra bien. En tout cas, moi, j'ai donné mon maximum. J'avais tout intérêt à le faire et je trouvais que c'était justement, pour moi, on aurait pu faire le meilleur projet. Parce que là, il s'est arrêté à 80%, 90% de sa conception, 80%. Donc c'est très bien avancé, quand même 12 titres. Il y a quand même 12 titres mixés qui sont crédibles, qui sont lourds, qui sont vraiment beaux, et dont on est vraiment fiers, et qui sont très actuels. Parce que t'as un Lefa qui a jamais quitté, donc t'as une direction artistique qui était quand même bien cadrée, t'as des prods, des mélos. Donc moi, toutes mes capacités artistiques, j'ai pu les mettre au service aussi de section. La vision d'Adama, elle est totalement aussi dedans, vu qu'il a toujours été dedans avec Taïk, etc. Donc au final, c'est pas comme si on réanime un groupe qui n'est pas acteur de la musique. On était tout le temps branché, tout le temps, et ça donnait quelque chose. Parce que je comprends des gens qui disent, mais c'est tellement empreint d'une couleur musicale, section, qui disent, mais ça donne quoi section en 2023 ? Ouais, bien sûr, Mais section en 2023, c'est une dinguerie. En fait, la question est légitime, mais comme tu le dis, vu que vous avez... Le seul truc qui a niqué section, c'est une certaine vision du groupe. En fait, tout est une question de croyance. T'as vu, nous, on y croyait à section, et ça a explosé quand on était plus jeune, il y a 10 ans. Si tu mets une intention et une croyance, c'est comme quand tu dis à un gosse, t'es moche toute la journée, il va se sentir moche à la fin de sa vie, ou t'es bête, il va se sentir bête. Section, si on avait eu tous la même intention à 100% dessus, ça aurait été un truc incroyable historiquement. Ça aurait été magnifique. Là, l'album est bon. Vraiment, l'album est bon. Il aurait pu être encore meilleur, mais ça reste un très bon album de rap. En fait, les croyances que vous aviez il y a 10 ans qui ont fait que ça a tout pété, aujourd'hui, tout le monde ne les a plus à 100%. Ouais, exactement. T'en avais plein qui étaient très motivés comme moi. Il y avait aussi un documentaire qui a été filmé. Je ne sais même pas s'il sortira. Mais en fait, tu as énormément... de psychologie qui interviennent. Tu as ce mélange-là, tu as ce featuring de pensée, d'héritage aussi affectif, de choses qui se sont passées, qui se sont chamboulées, tu vois, et qui auraient pu donner naissance à quelque chose d'incroyable. Ouais, je comprends et c'est vrai que c'est dommage, c'est frustrant, et en plus quand t'entends toi, on sait qu'il y a d'autres membres qui ont parlé sur cet album, sur ce projet et tout, on sait que potentiellement, et comme tu le disais en fait, c'est ça qui est d'autant plus frustrant, c'est que tous individuellement vous êtes encore acteurs du rap aujourd'hui, que ça soit en tant que rappeur, auteur, producteur, etc. Donc comme tu dis, la couleur du rap aujourd'hui, vous l'avez tous en fait à votre niveau. Donc c'est vrai que tout le monde serait curieux en fait de voir ce que ça donnerait la section version 2023. Je sais ce que ça donne. C'est ça la dingue, c'est que j'ai écouté les sons. C'est encore plus frustré parce que toi tu le sais, t'as le résultat. Et puis ça aurait servi à tous les membres du groupe. Du plus exposé au moins exposé, c'était la solution pour tout le monde. Et c'est là que tu vois que ton ego peut être ton meilleur ami ou ton pire ennemi, tu vois.
C'est vrai. Et ça, c'est valable pour tout le monde. C'est dommage parce qu'au final, en plus, il y a rien de... Enfin, il y a rien... En plus, là, tu me dis que ça aurait servi à tout le monde. Parce que moi, je dis ça dans le sens où il n'y a rien à perdre. Vous avez tous votre carrière à différents niveaux, tu vois, mais vous êtes tous satisfaits, je pense, de ce que vous faites aujourd'hui. Enfin, extérieurement, en tout cas, c'est ce que je ressens même de ce que tu me dis. Et en final, de se faire cet album, c'est juste un kiff. Au final, il y a pas de... C'est un kiff pour vous, c'est un kiff pour le public qui va le recevoir, qui a kiffé Section. Et vous savez que le public est là parce que vous l'avez rencontré en tournée, tu vois. Donc, en vrai, je pense qu'il y avait rien à perdre de fou, j'ai l'impression, en tout cas, encore une fois, je parle extérieurement, à sortir cet album, quoi, tu vois. Mais donc, tu vois, encore une fois, c'est une question de croyance. C'est-à-dire que une même chose peut être interprétée différemment par d'autres personnes. Je vais te prendre une comparaison qui peut te sembler un peu tirée par les cheveux, mais par exemple, l'argent. Avec l'argent, tu peux te faire, si tu n'y accordes pas trop d'importance, tu peux en faire une utilité incroyable, mais comme tu peux te faire pourrir par ça. C'est vrai. En fait, tout dépend de la conception que tu poses sur les choses. Et c'est ça qui va faire que tu vas bien exploiter les opportunités de ta vie ou pas, tu vois. On est d'accord. C'est vrai. Bah écoute, on verra, affaire à suivre pour cette histoire du retour des rois. Ouais. Parce que je sens que le way là, il était très pessimiste quand même. Non, mais moi, oui. Pas de ton côté, en fait, les gens le voient pas, mais moi, j'ai tellement mis d'énergie à l'intérieur. Ça se ressent quand tu en parles. Et quand je vois parfois les retours sur Internet où moi, ça me fait le reproche à moi, mais pourquoi tu sors pas? Mais est-ce que tu sais à quel point j'ai mis de l'énergie, de la volonté pour que les choses se fassent? Les gens savent pas. On est les premiers. En tout cas, moi, je suis le premier déçu de cette histoire-là. Plus qu'un auditeur, c'est mon histoire. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est bien que tu le dises maintenant, comme ça, moi, tout le monde sait qu'effectivement. Il y a ce que extérieurement on peut croire des choses, mais en interne il se passe des choses. Il y a des gens comme toi qui œuvrent pour le truc, mais ça dépend pas que d'une seule personne, etc. Exactement. Donc c'est bien aussi de leur dire, de leur préciser. Pour revenir à toi, à ton cas perso, à tes projets perso, là le dernier single c'était Abîme qui est sorti en avril dernier, avec un très beau clip d'ailleurs que j'invite tout le monde à aller découvrir. C'est quoi? C'est l'extrait d'un futur projet, d'un futur album, ou c'est un morceau que tu as sorti? Non, c'est un single comme ça qui est dans la continuité d'Étoile de jour. Ouais, ok. Et que je rattacherai peut-être à un projet, on verra. Mais après là j'ai d'autres concepts sur les réseaux là qui vont arriver. D'accord. Bon, bah, là, je peux pas trop en dire, j'ai déjà été bien bavard. Ok, ça marche très bien. Mais en gros, voilà, là pour l'instant, c'est en suspens. Projet musical toujours. Quand tu parles de projet sur les réseaux. Bien sûr, sur les réseaux, c'est rattaché à la musique toujours. Même ma série Bébé est rattachée à de la musique. Déjà, tu nous as dit saison 2 bientôt sur les réseaux. La troisième. La troisième, pardon, excuse-moi, c'est la troisième saison. La troisième et dernière. Ok, d'accord, ça marche très bien. Masca, on va passer à la séquence Frat Pack. Tu sais, le Frat Pack à la base, c'est une entraide entre potes. Pour ceux qui connaissent pas, à l'origine, c'est des acteurs américains. C'est une légende qui dit que certains acteurs américains se sont entraidés à leur début, tu sais, et jouaient, tu sais, c'est avec Ben Stiller, Will Ferrell, etc. Okay. Ils se fait jouer tous ensemble dans leurs films. Et moi, j'aime bien cette idée un peu d'entraide. Et du coup, je vais te poser un peu des questions, 2-3 questions qui sont en rapport avec ce thème-là. Est-ce qu'il y a un artiste, de manière générale, que tu as rencontré ou pas d'ailleurs, et qui a pu t'inspirer dans ta vie de tous les jours? Bah, comme je te le disais tout à l'heure, Taïk m'a inspiré dans son exigence par rapport au travail. Ouais. Ça, alors qu'il est déjà très talentueux, sa remise en question, son obsession qu'il a par rapport à son boulot, qui m'a rappelé encore une fois l'exigence qu'on avait dans Section entre nous, etc., cette compétitivité. Donc ça m'a... Ouais, lui, cet artiste m'a inspiré. Ouais. Il fait partie des artistes qui t'ont inspiré. Ta plus grande source de motivation aujourd'hui? Prendre plaisir à faire ce que je fais, à être épanoui et être un bon exemple pour mes enfants, parce que je pense que c'est la vraie éducation qu'on leur laisse, quoi. Carrément, on est d'accord. Est-ce qu'il y a un de tes souvenirs de carrière qui t'a vraiment marqué? Un ou des d'ailleurs, des fois c'est compliqué de... Ouais, il y en a un qui était incroyable. C'était dans les arènes de Nîmes, un concert qu'on avait fait. C'était la première fois qu'on voyait la conséquence. Les gens chantaient désolé. Ou les arènes de Nîmes, donc tu as les gens qui sont un peu surélevés et tout le monde chantait désolé. Et ça m'a impacté. Après, tu as eu le Bercy, qui était incroyable. Tu as eu le Stade de France, où Gims nous a invités, où tu vois 80 000 personnes devant. Tu as l'Arena aussi, où il y a ce retour 10 ans après. On est tous en train de monter comme ça. C'était un plateau qui nous surélève petit à petit. On redécouvre 45 000 personnes devant nous, comme ça. Enfin, voilà, plus des souvenirs de scène. C'est des souvenirs de scène où tu vois la rencontre avec les gens, au final, le retour de ce que vous avez produit, quoi, qui
qui est incroyable. Et enfin, dernière question, le message que tu aimerais faire passer à ceux qui veulent réussir de manière générale dans leur domaine, quel qu'il soit. Prenez énormément de plaisir à faire ce que vous faites. Organisez-vous, parce que c'est ça qui va vous faire, qui va faire que votre passion va être de plus en plus concrète. Et puis, misez votre satisfaction personnelle plus sur des choses simples comme le sport, bien dormir la nuit, mais c'est la bien base. manger. Parce que si tu vas mal, tu vas pas produire quelque chose de bien. Donc, et puis ça garantit le bonheur. La musicalité, la reconnaissance des autres, on a très peu de pouvoir dessus au final. Donc, soit quelqu'un de bien, soit quelqu'un... Et tu auras forcément, si tu veux être artiste et avoir ta communauté, inspirer quand même des gens à te suivre. Plus que d'être obsédé sur la manière dont on est perçu par rapport au regard des gens, parce que ça, on n'a pas de contrôle dessus. Et puis, il y aura tellement de choses qui vont passer à travers la tête des gens qu'au final, ça va te rendre malheureux pour rien. Ouais, on est d'accord. On contrôle pas tous ces trucs-là, quoi. Est-ce que toi, tu es heureux aujourd'hui ? Ouais, de manière générale. Après, le bonheur intemporel continu n'existe pas, ça c'est une illusion. Mais après, je pense avoir trouvé un bon équilibre avec ma passion, mon sport, mes relations avec les gens. Ça, je pense qu'il y a un truc qui est un peu sous-coté dans une société qui est de plus en plus autocentrée. En tant qu'artiste, on se cultive à être autocentré, donc je sais de quoi je parle là-dessus. Et les relations des autres, moi dans les moments durs, mes amis, ça a plus de valeur. Ça paraît bisounours un peu comme ça, mais que l'argent, que ces choses-là, parce que l'argent, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Une amitié, quand ça part et que c'est vraiment brisé, ça revient jamais. Et c'est des choses qui ne s'inventent pas et qui sont très précieuses. Donc prenez soin de vos amis, prenez soin de votre famille et prenez surtout soin de vous-même. Ça a l'air comme ça dit des trucs basiques, mais c'est la base de tout en vrai. Je suis d'accord avec toi. Des relations sociales sont très importante pour le bien-être, parce qu'on vit à travers, même si c'est un peu paradoxal avec ce que j'ai dit, quand même aussi à la manière, à travers le regard des autres, de comment les gens nous voient. Ça compte donc comment on se voit nous-mêmes. C'est très rare quelqu'un qui se voit de manière ultra positive alors qu'il sait que tout le monde a quelque chose contre lui. C'est vrai. Ça joue sur notre santé mentale. Et c'est d'autant plus important que maintenant, avec les réseaux, avec tout ça, on est dans une société où justement on fait plus trop attention à ça. On prend plus trop soin des relations sociales, amicales, etc. Donc c'est vrai que c'est important de le rappeler, l'importance que ça a sur soi, sur son entourage, sur sa vie de tous les jours au final, quoi. Donc on est d'accord. On va passer à la recommandation et à la non-recommandation. Est-ce que, Masca, t'aurais un truc à nous recommander ? Ce que tu veux, je sais pas. La biologie des croyances, c'est un livre. La biologie des croyances. C'est un livre audio. Okay. Parce que là, on parlait de tout ça, je pensais à ce livre. Carrément, vas-y, carrément. C'est Bruce Lipton qui l'a écrit. Okay. Bon, à la fin, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux parce que ça part dans l'ésotérisme et tout, mais globalement, c'est très intéressant. C'est sur le pouvoir de la croyance qu'on peut avoir. Très bien. Et il y en a un autre. Alors, c'est une auteure. Qui a écrit un livre que j'aime beaucoup, L'incroyable pouvoir de l'amour, je crois. Et il y en a un autre que j'arrive pas à terminer, justement parce que je trouve qu'au bout d'un moment ça tourne un peu en rond. C'est L'incroyable pouvoir du souffle, alors que moi j'aime bien la méditation, tout ce qui est bien-être et tout, mais à bout d'un moment j'ai l'impression que c'est un peu trop écrit pour être écrit. Qui s'appelle Stéphanie Briand. D'accord. Et voilà mes recommandations. Tu recommandes ça. Très bien. Est-ce que tu aurais une non-reco ? Un truc, ça peut être. Ah mais non, c'est là de la non-reco, c'est le souffle, c'est le pouvoir, l'incroyable. C'est le deuxième du coup, souffle, c'est le deuxième roman. Mais la biologie des croyances, c'est une recommandation. D'accord, ok. Et son premier livre à elle ? C'était L'incroyable pouvoir de l'amour. Et celui-là, tu l'as lu ? Celui-là, je l'ai lu, je trouve bien. Et tu le recommandes, tu vois. Donc c'est vraiment son second roman, son second livre là que tu t'as pas trop kiffé. Du souffle, je trouve que c'est un peu. T'as pas trop kiffé. Ça marche très bien. Écoute, Masca, on arrive à la fin de ce podcast. Avant de partir, je fais toujours un petit cadeau à mon invité. Juste là, je vais te le passer tout de suite. Ah ouais, waouh, on est bien reçu ici. Hein. Attends, je te laisse l'ouvrir un cadeau, et nous dire ce que c'est. Ok, donc déjà il y a écrit Fnac, donc on est dans le bon rayon là. Petit spoiler, je l'ai pas acheté à la Fnac, mais c'est juste le papier cadeau. Ok, d'accord. Vivre d'aventure. Mais attends, ce mec-là, Mathieu Blanchard. Ouais. Attends, préface de... non, parce que sa tête, elle me dit quelque chose. C'est uniquement un auteur ou... Non, c'est pas un auteur, justement, à la base, d'accord. c'est un sportif.
Ok, d'accord, mais c'est un mec qui fait de l'escalade. Exactement, c'est ça, exactement. Il fait ce genre de challenge, montagne, truc, machin et tout. Tu vas voir. Ok, d'accord, donc voir. c'est sur le fait de se surpasser, etc. C'est ça, en fait, on est carrément dans le thème du sport. C'est un vrai. Moi, j'ai pas encore eu la chance de le lire, mais j'ai eu que des retours positifs. J'ai des gens autour de moi qui l'ont lu. Ok. Et c'est vraiment pour ceux qui font du sport, qui connaissent ce milieu-là, le truc de se dépasser, de challenge, moi, c'est etc. mon dernier tatouage, c'est au-delà de la volonté, donc on est dedans. On est exactement dans le thème. Tu vois, donc je pense que ça va carrément te parler, donc tu nous diras ça. Eh ben, merci beaucoup. Avec merci grand plaisir, infiniment. mec. Merci d'avoir été là. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite ? D'être épanoui, de se surpasser artistiquement et d'être pleinement épanoui dans mon activité artistique. Très bien. Donc, en tout cas, Masca, sur tes réseaux sociaux pour suivre un peu ce que tu vas faire, ce qui va sortir, etc. @masca09 pour mon Insta et TikTok, c'est Masca le Blanc 9. Et ben voilà, le message est passé. Masca, en tout cas, merci d'avoir été ce premier invité pour cette nouvelle saison de Frat Pack. Merci. Je te souhaite que du kiff pour la suite. Et ben pareillement. Ciao. Ciao.